Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit conforme. Vous voyez l'automobile derrière moi? Écoute, on va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix qui font rouler la France. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, et vous? Oui, très On bien. adore cette émission et les mobilités. Oui, ça fait vroom vroom. On est ensemble jusqu'à 20h et au sommaire de cette émission, le parc français du poids lourd s'élève à un peu plus de 600 000 véhicules, que ce soit les camions ou les bus. Il y a de nombreuses incertitudes concernant la voiture, comme la voiture, concernant les moteurs thermiques, selon les propositions à venir de la Commission européenne sur le règlement CO2 des poids lourds. La fin thermique n'interviendrait aux alentours de 2040. Alors, quelles sont les énergies alternatives pour les poids lourds et les bus? On en parlera avec Kylian Leroy qui est avec nous, responsable service produit, et Gaëtan Pierson, responsable télématique de Man Truck et de Bus France. Des startups innovantes qui répondent à des enjeux liés à la mobilité. Le Move Lab, créé par Mobiliance et Via ID, accompagne le développement des projets ambitieux portés par des startups. Depuis 2017, 83 startups ont été accompagnées en France et à l'international. On en parlera avec Xavier Oran, délégué général de Mobiliance. Et puis l'Allemagne et l'Italie font de la résistance. À la surprise générale, les deux pays ont décidé de ne pas voter pour le texte interdisant les voitures thermiques en 2035. Le vote a été repoussé dans l'attente d'un compromis. Zone à faible émission, des obligations difficiles à tenir. Depuis le 1er janvier 2023, les grandes villes françaises interdisent à la circulation les véhicules critères 4 et 5, ainsi que les véhicules anciens qui ne sont pas éligibles à la vignette, avec certaines exceptions. Tiraillés entre environnement et exclusion, certaines villes font marche arrière avec des allègements et des dispenses pour certains, un flou total. Et puis si vous aimez les motos, la saga Monneray, l'histoire d'une incroyable famille de motards aux centaines de victoires. C'est l'une des plus anciennes familles de pilotes moto, vice-champion du monde d'endurance 94 et vainqueur des 24 heures du Mans. Philippe Monneray sera avec nous et Lionel Rousseau, bien entendu, pour nous parler de ce livre, la saga Monneray. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et tout d'abord, comme c'est l'actualité chaude, Christophe Béchu, le ministre, était avec Patrick Roger ce matin pour parler de la fin des moteurs thermiques. Comme Xavier Oran, le délégué général de Mobiliance, est avec nous, on écoute un extrait avant de le faire réagir. On a un sujet avec les Allemands, entre les centrales à charbon qu'ils ont réouvertes, positions qu'ils sont en train de prendre. On a aujourd'hui, sur les questions écologiques, une Allemagne qui a arrêté de montrer le cap. Et on voit bien les limites de leur coalition aujourd'hui. À l'échelle des pays européens, il n'y a que 4 États aujourd'hui qui remettent en cause ce calendrier sur les moteurs thermiques, parce que si on le remet en cause, c'est toute la stratégie de décarbonation européenne qui tombe. Décarboner notre parc de véhicules, c'est le seul moyen de lutter contre le réchauffement climatique. Les carburants de synthèse, on en a besoin pour l'aérien et pour le maritime, parce qu'on n'est pas prêt là d'aller électrifier les avions ou les bateaux pour faire des longues traversées. Les biocarburants, c'est une impasse, on n'a pas assez de surface sur la planète pour produire des biocarburants qui remplaceraient le pétrole. Et il vaut mieux utiliser les terres pour se nourrir. Donc électrifier le parc, c'est donner à nos industriels un signal pour qu'on arrête aujourd'hui d'être dans une situation où on a une invasion chinoise de notre marché automobile parce qu'on ne se prépare pas à cette transition. Une réaction, Xavier Oran, au propos du ministre ce matin sur Sud Radio. J'en aurai plusieurs. En tout cas, déjà, bonsoir à tous et à tous vos auditeurs et merci de votre invitation. C'est compliqué de réagir en quelques minutes aux propos qu'a tenu le ministre ce matin à votre antenne. Avec tout le respect que je dois au ministre, le problème beaucoup plus vaste que ce qu'il indique, c'est pas simplement un problème de politique interne à l'Allemagne, dans l'équilibre de la coalition, et tel que le projet de coalition avait d'ailleurs été élaboré. Je rappellerai au passage que Angela Merkel elle-même, avant ces élections, avait fait part de sa volonté d'une neutralité technologique et d'un équilibre, en tout cas dans la stratégie de la Commission européenne en matière de réduction de CO2. Et donc, j'ai plutôt l'impression que c'est pas simplement un épisode politique. C'est une remise en question assez forte qui a pris tout le monde de court, alors qu'en réalité, depuis des mois, l'Allemagne avait fait part de ses doutes, ainsi que l'Italie, et ils sont effectivement rejoints aujourd'hui par d'autres pays, donc c'est pas simplement un problème franco-français, ou encore une fois un problème limité à l'Allemagne, c'est un sujet beaucoup plus important, avec toutes les complexités que cela peut impliquer, sur un dossier qui est de facto réouvert. Absolument. Et on va développer ça à partir de 19h30. Une bonne nouvelle. Et donc, que ce soit les camions ou les bus, il y a de nombreuses incertitudes, comme pour les voitures, concernant l'avenir des moteurs thermiques
thermique. On en parle tout de suite avec Kylian Leroy, responsable service produit. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et Gaëtan Pierson, qui est responsable télématique chez MAN Truck et Bus France. Bonsoir. Alors, on a souvent parlé du bioéthanol dans les vraies voies, les fameux boîtiers bioéthanol qui font rouler la France, qui font rouler une partie des Français. Les biocarburants, est-ce qu'ils vont être l'énergie transitoire avant le tout électrique? Et quels sont ces biocarburants pour les poids lourds et les bus, Kylian Leroy? Alors déjà, le mot de transition est exactement le bon mot. C'est-à-dire que de manière générale, sur le poids lourd par rapport au domaine du véhicule particulier, ce sont des marchés qui sont différents. Le poids lourd, il faut partir du principe qu'on est quasiment sur un marché mono-énergie, c'est-à-dire qu'on tourne à plus de 98% en diesel traditionnel. Et du coup, cette mono-énergie veut dire monopollution, donc il faut réussir à avoir une transition qui nous amène sur les véhicules électriques ou hydrogène. Et aujourd'hui, c'est typiquement les véhicules qui tournent avec des énergies type biocarburant qui vont nous permettre d'arriver gentiment vers ces énergies, donc aux alentours de, disons, fin de la décennie, donc entre 2025 et 2030, pour faire très large. Donc c'est typiquement ces biocarburants qui vont nous aider à le faire. Quels sont-ils en poids lourd? Je vais vous en donner 3 majoritaires. Vous en avez un qui est sans doute celui qui a le plus le vent en poupe ou qui a le plus de répercussions aujourd'hui sur le marché français, ce qu'on appelle le B100. Alors personne ne le connaît, expliquez-nous ce qu'est le B100. Alors le B100, c'est assez simple. C'est le 007 du biocarburant, c'est ça? Peut-être qu'il a des atouts, mais pas celui-là en tout cas. C'est un carburant qui est fait à partir d'huile de colza. Et qui, sur l'ensemble de son cycle, permet de réduire entre 60 et 80% de CO2. Ah oui. Mais encore une fois, ce qui est important de noter, c'est sur l'ensemble du cycle. Et dans tous les sujets de pollution, etc., et d'émissions de CO2, ce qu'il faut savoir, c'est de quel référentiel on parle, de quel cadre de référence on parle. Est-ce qu'on parle à la sortie du pot d'échappement ou est-ce qu'on parle sur l'ensemble du cycle? Ah oui. C'est pollution locale versus pollution régionale, ces choses-là. Et donc, le B100 a un cycle assez vertueux puisque c'est une plante à la base et que la plante, par la photosynthèse, absorbe du CO2. Donc c'est l'un des carburants qui a le plus de notoriété, on va dire, en France. Et il serait utilisable pour des véhicules diesel particuliers? Aujourd'hui, il y a aussi une notion de réglementation qui, techniquement, le B100 devrait pouvoir fonctionner sur des moteurs traditionnels de véhicules particuliers, mais n'a pas de réglementation. On n'est pas autorisé à le faire. Et le problème, c'est la mise à disposition dans les stations-service qui ne doit pas non plus être... Alors c'est pire que ce n'est pas simple, c'est que ce n'est pas autorisé non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces biocarburants, que ce soit le B100 ou les autres que j'allais évoquer par la suite, nécessitent d'avoir des cuves sur les parcs des clients, donc uniquement sur des flottes captives. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, c'est à peu près adaptable sur des transports routiers, mais pas du tout sur des transports particuliers, donc des véhicules particuliers. Absolument. Et quels sont les autres biocarburants, alors, après, par le B100? Donc à part le B100, on parle aussi des carburants type HVO, donc horrible accent en anglais, mais Hydrogenated Vegetable Oil, donc huile végétale hydrogénée, qui est un autre type de carburant qui a des caractéristiques de réduction de CO2 là aussi sur le cycle qui sont proches. On va parler là aussi de. Alors il y a plusieurs origines. En fait, ce qui compte, c'est pas tant l'origine, donc ça peut être des huiles végétales ou ça peut être des graisses animales. Ce qui compte, c'est le type de traitement. Le B100, tout à l'heure, on parlait d'huile de colza qui va être traitée par estérification. Quand là sur le HVO on va parler d'hydrogénation. Je suis pas chimiste, je vais m'arrêter là sur la partie technique. En tout cas, c'est le traitement. Comme un éther, je pense, en chimie. Dans l'autre cas, on fait pas comme avec de l'hydrogène. Oui, bon, on s'en fout. J'ai dit que je rentrais pas dans le détail, exprès. Parce que là, on a perdu 12 personnes. On voudrait les récupérer. Si on a perdu que 12, ça va. Et du coup, le troisième que je vais mettre dans le cycle des biocarburants, ou en tout cas dans les énergies de transition, ça va être tout ce qui est biogaz, à bien différencier avec les carburants gaz. Aujourd'hui, dans pas mal de réglementations, les deux carburants sont mis ensemble, gaz et biogaz. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est les biogaz qui, eux aussi, sont une énergie de transition. Vous connaissez la technologie, les méthaniseurs, etc. Et ça aussi, c'est une énergie de transition qui permet de réduire les émissions de CO2 dans, on va dire, dans la période dès aujourd'hui jusqu'à, disons, 2025-2030. Oui, mais la projection, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, vous nous dites que c'est pas autorisé, sauf effectivement, enfin, pas dans les stations, mais aujourd'hui, la projection de se dire, par exemple, pour MAN, de se dire à quel moment on va pouvoir mettre ça en place? Alors, c'est déjà en place. Ah, c'est déjà en place. C'est déjà en place. Aujourd'hui, ça représente un pourcentage important de nos ventes, mais sur des clients, parce que nous, on ne vend que des camions et des utilitaires et des carrébus. Donc, sur des clients qui sont des clients professionnels, qui ont leur propre cuve, c'est quelque chose qui prend vraiment de l'ampleur aujourd'hui, avec des augmentations de volume de carburant vendu qui sont vraiment significatives.
significative. Donc c'est déjà en place aujourd'hui et ça permet d'ailleurs, en fonction des types de technologies, d'avoir des vignettes critères, peut-être qu'on en reparlera par la suite, des vignettes critères spécifiques. D'accord, eh ben, on va en parler justement dans quelques instants. Vous restez avec nous, Kylian Leroy, responsable service produit, et Gaëtan Pierson, on va revenir avec vous, vous inquiétez pas, responsable télématique de Man Truck en bus France. Vous restez avec nous si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. On reste ensemble jusqu'à 20h, on est ravis de vous avoir et merci de votre fidélité. À tout de suite. C'est vrai que dans cette émission, on vous parle beaucoup d'automobiles, assez rarement de camions. Est-ce que les camions deviendront un jour, les poids lourds deviendront électriques? Alors ça, c'est une grande question. Kylian Leroy est avec nous, responsable service produit et Gaëtan Pierson, responsable télématique. Vous êtes tous les deux chez Man Truck et Bus France, parce que bon, vous faites les deux. Xavier Oran est toujours avec nous de Mobiliance. On parlait des carburants, de l'avenir. Aujourd'hui, cette transition énergétique qui doit s'opérer chez les constructeurs, que ce soit de camions ou de voitures. Et il y a cette question sur l'hydrogène que tout le monde se pose, où tout le monde dit que c'est extrêmement miraculeux, d'autres disent que c'est scandaleux, ça ne fonctionnera jamais. C'est quoi le point de vue de chez Man sur ce sujet-là ? Alors déjà, ce qui est absolument certain, c'est que ce soit l'hydrogène, les biocarburants, le gaz que vous voulez, il n'y a pas d'énergie miracle. En tout cas, on n'en a pas trouvé. Moi, j'en ai pas trouvé dans mon petit bureau. Donc, là, l'hydrogène ne fait pas exception. Il n'y a pas d'énergie miracle. Donc le point de vue de MAN, c'est que il faut pas tout mettre dans le même panier, c'est-à-dire que l'hydrogène, c'est un mot un peu fourre-tout. Il faut déjà déterminer que sur l'hydrogène, on parle de différents types de technologies, moteur à combustion hydrogène ou moteur à pile à combustible, et en l'occurrence, très souvent les gens, quand on parle d'hydrogène, c'est de la pile à combustible. Ensuite, il faut parler de la provenance de l'hydrogène. En l'occurrence, l'hydrogène nécessite de l'électricité pour être créé. Et du coup, si c'est pour générer de l'électricité avec des énergies fossiles pour faire de l'hydrogène, il n'y a pas forcément d'intérêt. Le camion électrique, parce que c'est la quadrature du cercle, la batterie, ça aime pas le poids et ça aime pas le froid. Alors dans les zones froides comme le nord ou l'est, par exemple, le camion électrique, le 38 tonnes, c'est pour quand ? Alors c'est pour, j'ai envie de dire, c'est quasiment pour aujourd'hui, puisqu'il y a déjà des véhicules qui roulent aujourd'hui en Europe en tracteur routier 42-44 tonnes. Ah oui. Ça, ce sont des véhicules qui existent aujourd'hui. L'inconvénient du poids, c'est aussi un peu un avantage, parce que ça nous permet d'emporter effectivement des grosses charges de batterie. On parle de 400, 500, 600 kWh de batterie. KWh de batterie. Le temps de recharge, c'est pas mal. Et là, du coup, c'est un des challenges. C'est un des challenges. 2 ans et demi, je crois. C'était 2 ans et demi. Non. Heureusement, on peut faire mieux. Mais non, c'est un des challenges, justement, c'est d'adapter l'infrastructure les infrastructures de recharge, aux véhicules qui vont rouler sur la route. Gaëtan Pierson, vous vous occupez de la télématique. Savoir piloter la consommation d'énergie, c'est l'avenir en France. Oui, complètement, parce qu'on parle d'énergie gasoil, d'hydrogène, d'électricité, toutes ces énergies, elles ont un point commun, c'est qu'elles connaissent une inflation extrêmement forte. On parle du gasoil, les auditeurs de Sud Radio le savent bien, on est à plus 60% sur à peine 2 ans. Donc, les transporteurs routiers, ils ont le même objectif, c'est d'abaisser leurs dépenses en carburant. Parce que la poste de carburant, c'est le premier poste de dépense aujourd'hui chez un exploitant. C'est devant les salaires, devant la chaîne matérielle, c'est le carburant. Donc la télématique, elle est là justement pour aider l'exploitant à réduire ce poste de dépense. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas simplement regarder une consommation, on va analyser des comportements de conduite. C'est-à-dire qu'on va mesurer en fait tout ce qui concerne l'anticipation. On va mesurer comment le conducteur utilise les capacités de son véhicule, les capacités moteurs. On va mesurer tout ce qui est utilisation d'aides à la conduite, qui sont de plus en plus évoluées, de plus en plus efficaces aujourd'hui. Et en fin de compte, on va pouvoir dresser une carte auprès de l'exploitant pour dire, chauffeur par chauffeur, quels sont les points d'amélioration. Ce chauffeur-là, c'est l'anticipation qui doit davantage travailler. Celui-ci, c'est les aides à la conduite qui doivent davantage solliciter. Et en fin de compte, chacun améliorant ses différents points, ils améliorent leur performance et du coup la consommation. Et pour vous donner un chiffre, pour simplifier pour les auditeurs, le gain en consommation à la clé, c'est entre 3 et 4 litres de moyenne. Au 100 ? Au 100. Oui, quand on a une grosse flotte de poids lourds, c'est énorme. Ah oui, c'est un tracteur routier en France, en moyenne, c'est à peu près 1700 km par semaine. Ça veut dire que si vous gagnez entre 3 et 4 litres au 100 de moyenne, par an, c'est 5000 € d'économie par camion. Donc comme vous le disiez, Philippe David, si vous avez 30, 40, 50 camions, l'économie à la clé, elle est incroyable. Donc l'idée à la télématique, justement, c'est de venir aider l'exploitant à gérer ce premier poste de dépense qu'est le carburant, que ce soit gasoil, kilowattheure, peu importe, pour l'aider justement à lui préserver sa trésorerie et du coup assurer son activité par la suite. C'est vraiment en fait une promesse de simplifier son business sur la durée. C'est complètement fou. Une dernière question, un transport routier sans CO2, c'est à pouvoir arriver un jour ou pas ?
Très court. C'est quoi le nom de l'émission? Les miracles sont sur Sud Radio. D'accord, ok, bon. C'est oui, du coup. La réponse est oui. La réponse est oui, voilà, alléluia. Merci beaucoup, vous pouvez rester avec nous, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Vous restez avec nous, on va revenir sur les startups innovantes qui répondent à des enjeux liés à la mobilité. Le Move Lab, ça a été créé par Mobiliance et VIA-ID qui accompagne le développement des projets ambitieux portés par des startups. Ça a démarré en 2017. Aujourd'hui, vous en avez accompagné avec Mobiliance à peu près 83. Finalement, c'est un incubateur de l'entreprise de l'avenir de demain, en fait. On réfléchit à demain. C'est complètement lié à ce que je viens d'entendre de la part de ces messieurs. On est sur une phase de transformation, et plus d'ailleurs qu'une phase de transformation, c'est une métamorphose qui est en train de s'opérer sous nos yeux de toute la filière automobile, au sens large du terme, et des mobilités. Je mets le camion dedans, je mets également les 2 roues dedans. On est face à des changements de paradigme d'une amplitude, d'une intensité, d'une vitesse qui sont probablement sans précédent. Et le commentaire que j'aimerais faire par rapport à ce que j'ai entendu, c'est que ça appelle beaucoup d'humilité, beaucoup d'équilibre. Et j'allais dire évidemment beaucoup de neutralité. Ce qui a profondément changé dans la posture très dogmatique de la Commission européenne, c'est d'imposer de facto une technologie plutôt que de s'en tenir à fixer un cap stratégique, charge aux ingénieurs, à nos brillants ingénieurs en France, et puis au sein de l'Union européenne, de trouver des solutions, et de faire en sorte que l'éventail des solutions soit le plus ouvert possible, et de laisser libre, la plus ouverte possible, la compétition entre les différentes technologies, entre les différentes solutions. Oui, c'est-à-dire pas imposer l'électrification, de dire voilà, vous devez réduire de temps, débrouillez-vous. Bien sûr, et c'est tout le débat qui est sous-jacent entre l'opposition aujourd'hui qu'on limite un peu trop facilement, comme je disais tout à l'heure, entre la France et l'Allemagne. On voit que le sujet est beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe que cela, y compris sur l'origine de la production d'électricité, où évidemment on change totalement la donne selon le regard que l'on peut porter entre les différents pays et leur maturité sur le plan technologique. Aujourd'hui, l'Allemagne produit beaucoup plus de voitures que la France. Les startups françaises, elles sont en pointe dans ce domaine sur les mobilités. Alors justement, pour rejoindre, par rapport à la question de Cécile, j'y reviens. Qui a toujours des bonnes questions. Qui a toujours des bonnes questions, je le confirme tout à fait. Je le confirme. C'est que le parti pris de la création de ce Move Lab, de cet accélérateur au sein de Station F il y a maintenant 5 ans, c'est de laisser justement libre cours à l'innovation. De prendre ce parti-là et de booster cette innovation sur toute la chaîne de valeur de la filière automobile. Parce que vous parliez tout à l'heure des comportements de conduite, on est sur l'usage, on est sur tous les services associés au niveau de l'automobile, et donc la transition écologique n'est pas simplement, et c'est déjà, on voit que c'est complexe, mais c'est pas simplement une question de type industriel. Il faut voir l'ensemble de la chaîne de valeur, en fait, de l'industrie jusqu'au service, et tout est en train de se repenser. C'est une période absolument exceptionnelle. Oui, c'est dingue. Je passe sur les difficultés économiques, les questions de soutenabilité sociale qui sont extrêmement profondes. L'autre partie du décor est extraordinairement positif. On a une chance en France qui est très forte, c'est qu'on a une vitalité du tissu entrepreneurial, particulièrement dans le domaine automobile et des mobilités, qui est extrêmement vivace et singulièrement plus important que dans d'autres pays de l'Europe, en particulier l'Allemagne. On y reviendra peut-être, on a fait d'ailleurs un partenariat avec Impact Germany dans le cadre de notre programme d'accélération, parce qu'on a souhaité donner à ce programme une envergure justement européenne, mais ce qu'il faut retenir de cette accélération au niveau du Move Lab, au niveau de ce programme d'accélération de start-up, encore une fois, c'est cette ouverture et cette volonté de notre part de faciliter la diffusion de l'innovation sous toutes ses formes sur l'ensemble des métiers de la filière automobile sans aucune exclusivité. Et donc, effectivement, depuis 5 ans, nous avons eu le privilège d'accélérer avec VIA-ID, 83 startups pour être précis. Ça représente 10 promotions. Sur 6 mois à chaque fois, une promotion dure 6 mois. On va fêter le 5e anniversaire et ces startups ont réussi des levées de fonds à hauteur de 120 millions d'euros avec des résultats extrêmement tangibles dans la vie de tous les jours quand on parle de mobilité. Et ce sont des startups qui se exportent à l'international. Absolument. Aussi. Vous restez avec nous. Dans un instant, on reviendra sur ces zones à faible émission, obligations difficiles à tenir, visiblement. Beaucoup font marche arrière. On va en parler dans quelques instants. Ça irrite tout le monde. Ah oui. Les camions, les voitures, tout le monde. On va en parler dans un instant. À tout de suite.
20h, les vraies voix qui font rouler la France. Ils sont restés avec nous et avec Xavier Oran, DG de Mobiliance. On a Kylian Leroy, responsable service produit, et Gaëtan Pierson, responsable télématique chez MAN Trucks. Oui, parce que depuis tout à l'heure vous dites MAN, j'arrête pas de vous dire que c'est MAN. Vous avez vu la mauvaise foi de la fille? En termes de mauvaise foi, vous surpassez Françoise Degois. Je suis au taquet. Et si le tout électrique pour 2035 faisait partie du passé, et si les ZFE étaient reportés à une date indéterminée, vu les oppositions, y compris dans des métropoles dirigées par les écologistes comme Lyon, deux questions auxquelles les réponses vont totalement changer nos modes de déplacement. Justement, l'Allemagne a roué dans les brancards après l'Italie. Est-ce que la fin du moteur thermique pour 2035, Xavier Oran, ça n'a pas du plomb dans l'aile? Je pense que ce qui a du plomb dans l'aile, pour le moment en tout cas, c'est la crédibilité de la Commission européenne à avoir défini une trajectoire en concertation suffisante avec l'ensemble des acteurs économiques et des États. Tout s'est passé, ça fait 10 jours à peu près, demain ça fera 10 jours, qu'on est rentré dans une sorte de crise diplomatique qui était totalement inattendue. Le texte qui était sorti du Parlement européen devait faire l'objet d'un accord totalement formel de la part du Conseil des ministres, et tout devait, si je puis dire, rouler comme sur des roulettes. Et puis effectivement, des oppositions qui s'étaient fait jour déjà depuis plusieurs mois, eh bien se sont durcies, s'étaient enquistées. Et l'Italie d'abord, suivie par d'autres pays, effectivement plutôt en dernier l'Allemagne d'ailleurs, mais l'Italie, puis la Pologne, la Hongrie et enfin l'Allemagne ont fait valoir une musique assez dissonante et qui témoigne suffisamment du fait qu'il n'y a pas, à l'évidence, un consensus aussi fort qu'on ne pouvait l'imaginer lorsque la Commission et le Parlement européen ont voté. D'ailleurs, au passage, le Parlement européen, lorsqu'il a adopté le texte en séance plénière, la majorité était beaucoup plus courte que prévu. Donc on voit qu'il y a des blocages politiques qui sont liés au positionnement des différents États et des populations qui sont derrière, parce que tout cela ne pourra pas se faire à la fois sans une profonde adhésion, je pense, populaire sur cette transition écologique. Cette transition écologique, elle sera réussie si elle est profondément acceptée, à la fois par les États et leurs intérêts économiques, et naturellement par les populations qui sont derrière. On rejoint d'une certaine manière le sujet suivant qui sera celui des zones à faible émission, mais on voit bien que plus globalement, ça se crispe, bien sûr, pardon. ça se crispe, c'est pas anormal parce que cette transition, elle a un côté à la fois ultra rapide, comme je le disais tout à l'heure, qui impose aux différents industriels des investissements absolument considérables sur un calendrier extraordinairement restreint. Sans pédagogie 2035, au public, sans rien du tout. avec une pédagogie au public qui est très difficile, on le voyait tout à l'heure sur l'explication de la pédagogie qu'il faut avoir sur la transition écologique, des incertitudes sur l'électricité, notre capacité à produire suffisamment d'électricité. Il y a un rapport de RTE accessoirement qui est sorti hier, qui a été relayé par un certain nombre de vos confrères et qui émet déjà un certain nombre de doutes sur l'horizon 2035-2040, dans le contexte en plus français que vous connaissez, lié au parc nucléaire et aux incertitudes qui se sont fait jour depuis quelques mois. Automobile qui est quand même assez élevé aujourd'hui, forcément. Il y a bien sûr le coût, parce que la réussite de cette transition écologique, elle passera, comme je le disais tout à l'heure, par deux choses. La soutenabilité économique, parce que si on veut défendre le climat et que l'effet de bord, si je puis dire, est une destruction massive de notre appareil industriel et de tous les emplois qui sont associés, c'est 15 millions d'emplois au niveau européen, c'est 2 millions d'emplois directs en France. Et il y a la soutenabilité sociale. Donc si la trajectoire, si on dévie de cette trajectoire, les impacts seront considérables. Et il y a un doute sur le fait que tous les impacts aient été correctement mesurés en amont par les autorités européennes et françaises. Et puis il y a cet aspect irréversible. C'est-à-dire que dès lors que les industriels, et c'est le cas, ont accéléré pour être au rendez-vous des objectifs qui ont été fixés. On est dans une course de fond sur un marché mondial. Et donc les Français et leurs concurrents ne peuvent pas se permettre d'être en retard sur cette course. Vous avez parlé de moto tout à l'heure et de course, donc on est clairement dedans. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un aspect irréversible, très probablement. Donc on est sur cette ligne de crête en ce moment même, avec cette discussion qui est réouverte, cette crise diplomatique qui est là. C'est aussi une opportunité, sans aucun doute, pour les Français, à l'instar des Allemands, de défendre les intérêts
de notre pays, au niveau industriel, au niveau de la distribution et des services. C'est loin d'être neutre. Pour faire le mix entre les deux sujets, parce qu'il nous reste quelques minutes sur les ZFE et la fin du thermique, comment on fait quand on est industriel? On vous dit, maintenant c'est tout électrique en 2035 ou 2040 pour le poids lourd. Bon, finalement, ça va peut-être plus être le cas. Les investissements industriels, c'est énorme. Comment on fait quand on est industriel? Et comment font vos clients, les transporteurs? On dit, maintenant, je peux plus aller livrer en centre-ville. On est chez les fous, non? Pour les transporteurs, c'est sûr qu'ils ont de l'inquiétude. On les rencontre au quotidien et ils nous posent des questions justement là-dessus sur est-ce qu'ils auront le droit de rouler. Et on les salue évidemment, tous ceux qui nous écoutent. Et la question des ZFE se pose. Est-ce qu'ils auront toujours le droit de continuer à aller dans ces zones-là avec leur véhicule actuel? Le B100 qu'a évoqué tout à l'heure Kylian est une réponse à cette question-là. Le fait justement que le B100 est éligible critère 1, donc à l'accès aux ZFE. Mais il y a quand même cette question liée à la mobilité électrique, à toutes ces nouvelles technologies et comment les clients vont devoir du coup s'orienter là-dessus. Xavier Oran? Les ZFE, les zones à faible émission, qui restent encore globalement assez inconnues du grand public. Et puis je pense que certains vont les rappeler zones à fort emmerdement. Oui, je le crains. Pourquoi? C'est une bombe. C'est une bombe à fragmentation sociale. Retardement, surtout. Oui, c'est une bombe à retardement qui a été mise en place quand même par des dispositifs législatifs qui ont été discutés il y a déjà quelques années. Oui. Donc ça date pas d'hier. Le dispositif s'est élargi. Il a même fait l'objet de discussions dans le cadre de conventions citoyennes pour le climat. Il ne faut pas l'oublier. Donc le sujet ne sort pas de nulle part, sauf que les échéances se rapprochent. Dans le contexte qu'on rappelait tout à l'heure d'incertitudes liées à la transition écologique, qui provoque extraordinairement d'anxiété au niveau des ménages, comme d'ailleurs des entreprises. Mais ces zones-là, telles qu'elles sont conçues, il y a un point commun avec l'Europe. C'est une démarche certainement beaucoup trop dogmatique et pas suffisamment souple. Il faut avoir un cap et il faut ensuite ne pas oublier le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. C'est une question de trajectoire. Il faut penser les objectifs comme étant des objectifs cibles et ensuite correctement accompagner la population. Comment imaginer que nos grandes agglomérations deviennent demain des cités interdites? C'est impossible. Non mais Xavier Oran, le problème c'est que quand on regarde, et moi j'ai regardé tout à l'heure, il y a des dérogations dans tous les sens. Les Français n'y comprennent plus rien. Mais on comprend rien. Le résultat, c'est que les nouveaux auditeurs n'y comprennent plus rien. Fois, vous pouvez vous avez créé critère 2. C'est très français, c'est-à-dire qu'on a créé les conditions d'un problème qui est devenu aujourd'hui inextricable. Il a déjà fait l'objet de travaux d'une mission parlementaire à l'Assemblée nationale, avec des parlementaires qui ont fait d'ailleurs un excellent travail. On va remettre le couvert, si je puis dire, avec une nouvelle mission parlementaire, cette fois-ci du côté du Sénat. Je pense qu'il est grand temps de sortir de quelque chose qui s'avère être une impasse et qui risque de créer beaucoup de ronds-points. Mais même, Xavier Oran, je reviens sur le carburant, le bioéthanol. Quand on voit que certaines automobilistes se transforment en bioéthanol avec des boîtiers, ça n'a pas d'incidence sur le critère. On imagine bien que les gens qui vont rouler au bioéthanol, qui vont payer 1 euro le litre contre 2 euros le litre, vont forcément rester au bioéthanol. Et pourquoi ça n'est pas inscrit? Pourquoi ça ne fait pas baisser la vignette critère? Je trouve ça dingue. Je pense qu'il faut une réflexion sur les vignettes critères. D'ailleurs, un certain nombre de parlementaires l'ont dit, et beaucoup d'élus aujourd'hui cherchent des solutions, parce qu'il s'agit maintenant d'être pragmatique. Le ministre l'a évoqué rapidement avec Patrick Roger ce matin. D'ailleurs, il a parlé de 2 choses qui sont différentes. Il y a le flux, c'est-à-dire les immatriculations de véhicules neufs, et il y a le stock. Le stock, c'est le parc roulant. Le parc roulant en France, c'est 40 millions de véhicules particuliers. Ces 40 millions de véhicules particuliers, ils sont aujourd'hui à 98,5% thermique. Donc on ne fera pas changer de véhicule en claquant les doigts. Et c'est là qu'il faut la transition. Et c'est là où il faut gérer cette transition avec des accompagnements beaucoup plus ciblés et éviter une explosion des dérogations dans tous les sens qui ne seront même plus cohérentes d'une collectivité locale à une autre. Donc je pense que nos concitoyens ont besoin de clarté, de stabilité et d'avoir d'un cap. Et d'un cap. Oui, et d'une pédagogie dans la conduite de cette transition écologique. Kylian Lormeau veut réagir en même pas une minute. Une phrase, même pas une minute, une phrase. Juste pour rebondir, pour donner la version un petit peu poids lourd des statistiques qui ont été données, et pour dire qu'on va dans le sens de attention au parc roulant. Ce n'est pas que les nouvelles immatriculations, attention au parc roulant. On estime que même si en 2030 on est capable de faire la moitié des ventes de véhicules poids lourds en électrique,
90% du parc roulant restant sera encore en énergie fossile. Bah oui. Il faut passer par les énergies de transition. C'est pour ça que moi je parlais du boîtier éthanol et je trouve que c'est une révolution en fait dans cette transition. Juste très rapidement, Cécile, parce que c'est important, le fait d'interdire, d'être sur une logique d'interdiction. Pour nos compatriotes, ça veut tout simplement dire que leurs véhicules, notamment diesel, ont une valeur résiduelle qui est réduite à 0. Mais c'est ça, mais bien sûr. Donc ça va impliquer derrière nos finances publiques, parce qu'on n'aura pas d'autre choix, de mobiliser nos finances publiques dans le contexte que vous connaissez pour accompagner cette transition écologique. Donc cette transition coûtera extraordinairement cher, il faut en être conscient, et donc c'est une raison supplémentaire pour allouer les moyens publics aux bons endroits pour accompagner les Français dans cette transition écologique et faire en sorte que ça soit une réussite et non pas une façon de fracturer un peu plus notre pays sur le plan social et sur le plan territorial. Vous restez avec nous, messieurs, parce que dans un instant, on va parler moto. Ah oui. C'est-à-dire qu'on passe de 4 roues avec MAN, enfin, je sais pas, du très lourd au très léger. 15, 20, 22, je sais quoi, il y a combien de pneumatiques sur un d'essieux? Ça peut aller de 2 à jusqu'à plus soif. 2, 4, 6, on peut tout faire. Donc autant de roues qu'on veut d'essieux. Si vous me prêtez un camion, je refuse de crever un pneu. Je vous le dis tout de suite. Je refuse. Le cric, c'est compliqué. C'est très compliqué. Vous restez avec nous. On va parler de la famille, la saga Monneray. C'est une dynastie en fait. Depuis des années, presque un siècle. Philippe Monneray sera avec nous et Lionel Russo, bien entendu, pour cette saga. Et on va parler moto. Et vous allez voir que cette famille, depuis des années, a gagné tellement de victoires que je me tiens à ma table tellement ça nous fait vaciller. En tout cas, on en parle avec eux dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix qu'il faut rouler la France, on est ensemble jusqu'à 20h. Et là, je peux vous assurer qu'autour de la table, il y a du solide, il y a du lourd. Alors, on va faire Kylian Leroy, toujours avec nous, responsable au service produit chez MAN Truck. Et puis Gaëtan Pierson, responsable thématique aussi MAN Truck. Et avec Xavier Oran, le délégué général de Mobiliance. Et puis nos deux petits derniers là, qui viennent d'arriver, qu'on aime beaucoup, puisqu'on va parler de cette saga Monneray, l'histoire d'une incroyable famille de motards aux centaines de victoires. Et pour en parler, monsieur Philippe Monneray est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qu'on est content de vous avoir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, et il n'y en a pas beaucoup, vous avez fait de la moto en tant que pilote pendant des années, vice-champion du monde d'endurance 94, ce qui est quand même énorme, et vainqueur des 24 heures du Mans, ce qui n'est pas des moindres. Et Lionel Russo, que vous connaissez bien, voilà, sur une autre... Bonsoir. Ça me dit quelque chose. Mais il nous fait, c'est quoi? C'est bonsoir. Cette voix. Écoutez, c'est une voix de radio. Oh, non, j'adore. Avec un physique de radio. Les deux vont ensemble, exactement. Voilà. Ce livre. Alors, il y a presque un siècle de Monneray, aujourd'hui, de pilotes de moto, c'est-à-dire de génération en génération. Eh ben oui. C'est parce dingue. que déjà, il y avait un gros écart avec mon père. On avait 50 ans d'écart. Donc lui a commencé dans les années 27-28 la moto, donc ça va pas bientôt faire un siècle. J'ai eu des demi-frères, dont Pierre Monneray, qui a été le premier Français à avoir gagné un Grand Prix en catégorie Rennes, en 500. À l'époque, maintenant c'est MotoGP. 1954. Ouais, 1954. Et puis après, moi j'ai aussi fait de la compétition. Donc maintenant je suis plus axé sur mes écoles de moto. Sur la sécurité routière. Oui, puis j'ai quand même des stages de pilotage avec notamment Randy Depugnet qui est là, Jules Cluzel, des champions modernes, voilà. Mais c'est vrai que la moto, ça a été toute ma vie parce que j'ai commencé à zéro la moto. Voilà, donc, à la base. Voilà. Lionel Russo, vous journaliste forcément moto, vous avez commenté la carrière de Philippe Monneray. Si on devait la résumer en très, il y a tellement de choses à dire. Ce serait quoi aujourd'hui? La carrière de motard ou de pilote moto de Philippe Monneray, elle se résumerait à le talent et encore le talent, mais pas suffisamment de travail. C'est lui qui le dit, je le paraphrase, je me permets de le dire parce que il l'a exprimé dans le livre et on l'a raconté. C'est quelqu'un qui aime la vie, c'est quelqu'un qui a travaillé très tôt aussi, qui a eu ses moto-écoles très tôt. Mon cher Philippe, ne me regardez pas comme ça, j'ai l'impression que vous êtes un inquisiteur, alors que pas du tout, je suis en train de dire des choses très bien sur vous. Et il aurait pu faire une beaucoup plus grande carrière en effet. Il a même participé à des grands prix de Moto 500, la fameuse catégorie Rennes, le MotoGP, il a même marqué
marqué 1 point, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire que c'est une caste, c'est une élite qui participe à ce genre de course. C'est un don qu'il aurait dû travailler plus, c'est ça? Mais il le sait. S'il avait travaillé plus, il aurait sans doute une carrière phénoménale. Mais il est très content comme ça. Je pense qu'il n'a pas de regrets. À part le fait de ne pas m'avoir connu plus tôt. Dans ce livre que vous avez... la vie privée, ça. Dans ce livre que vous avez fait ensemble, la saga Man Ray, publié chez Solar, il y a plein de photos extraordinaires. On apprend que Georges Man Ray, le fondateur, il a traversé la Manche en scooter Vespa. Il y a même une photo extraordinaire. Racontez-nous ça. Traverser la Manche en scooter Vespa. Alors, faut le faire. Mon père, il avait quand même le don de la communication avant l'heure, parce qu'à cette époque, il y avait très peu de com. Et il avait été voir le monsieur Piaggio en Italie, qui lui avait un Vespa. Alors comme le Vespa, c'était refroidissement par turbine, il y avait le moteur arrière. On pouvait très bien, et le patron de Piaggio l'avait fait, mis sur un radeau et sur le lac. Je me demande si c'était pas le lac de Côme, d'ailleurs, il trimballait comme ça. Et il s'est dit, on va faire cette tentative et ce raid de Paris-Londres en traversant la Manche, ce qui était énorme. Je crois que c'est en 52, un truc comme ça. C'est ça, dans les années 50. Oui. Voilà. Alors, vous avez eu une magnifique carrière. Hein. Vous avez été vainqueur des 24 heures du Mans 91, vice-champion du monde d'endurance en 94. C'est quoi le plus beau moment de votre carrière? C'est maintenant. Oui. C'est toujours dans les mêmes voies. Ça s'arrête ce soir. Faire une émission accessible de minibus. Bah oui. Donc voilà, j'ai attendu. Ouais. Mais ça, vous, c'est plutôt pour moi, c'est avec Philippe David. C'est un travail d'équipe. Mais non, mais j'ai plein de. Mais vous savez, on peut très bien être heureux en faisant du cyclomoteur. Et moi, le meilleur moment peut-être que j'ai. Alors, c'est sûr que les 24 heures du Mans. Quand j'ai gagné les 24 heures du Mans, j'ai pensé à mon père parce que lui avait fait 21 heures en tête aux 24 heures du Mans voiture en 1939, parce que s'il n'y avait pas eu la guerre, il serait passé en voiture. Il croyait l'avoir gagné et il a eu un petit problème, il fait 2e. Donc quand j'ai gagné, j'ai automatiquement, il était mort déjà depuis quelques années, j'ai pensé à lui et je me suis dit, bon... C'est bien, on l'a fait. Mais le record du Peugeot 104 avec lui, quand j'avais 12 ans, 24 heures à Montlhéry, ça laisse des souvenirs incroyables. Peugeot 104, respect, là, c'était... Parce que mon père, c'était, quand j'étais enfant, mon idole. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Bah, il faut expliquer que c'était un guide, en tout cas. C'était une vraie star, un vrai people de l'époque, du début du XXe siècle. Il y a des photos avec Joe Dassin, etc. Il a réussi, il a remporté 499 courses, il a battu des centaines de records qui ne seront plus jamais battus parce que personne... 499 courses, c'est énorme. 499 victoires, c'était une star monstrueuse. Et c'est quelqu'un, en plus, qui n'était pas issu d'une famille de pilotes ou de motards. Il a fait ça en cachette, d'ailleurs, au début. C'est ce qu'on raconte dans le livre, parce que c'est une véritable saga. Et ensuite, avec ses premiers enfants, ses 2 fils, les jumeaux, il les a mis à la moto très très vite. Comme Philippe, ensuite, ils ont 50 ans d'écart, comme le disait Philippe tout à l'heure. Et Philippe est encore aujourd'hui, parce qu'il est toujours jeune, et pour l'éternité, le plus jeune pilote de France. C'est-à-dire qu'à 10 ans, c'était un pilote officiel. Il est en photo. Que l'on filmait. Voilà, on peut voir, il y a des QR codes d'ailleurs dans le livre qui permettent de voir aussi les vidéos. Et on voit Philippe qui n'a pas changé, vous voyez, en l'espace de quelques années. Avec ce talent de pilote, bien sûr. Xavier Oran, alors chez Mobiliance, il y a de la moto aussi, on le sait généralement assez peu. Être en face, c'est une sommité, hein, Philippe Man Ray, forcément pour ceux qui aiment la moto, mais même pour ceux qui n'aiment pas forcément la moto, de voir une saga, en tout cas une dynastie, et de le voir en vrai, de le toucher. Moi, je peux le toucher, voilà. Il n'y a que moi qui ai le droit. C'est impressionnant et c'est surtout une très grande fierté française. Mais j'ai rien à ajouter par rapport à ce que tu dis. Moi, je suis ravi de faire votre connaissance ce soir. On s'était jamais vu. J'ai beaucoup, bien sûr, entendu parler de vous. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'évidemment, l'automobile, la bagnole, le 2 roues, c'est une saga. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel. On est un pays de l'automobile, on est un pays qui a inventé l'automobile, qui a été à chaque fois pionnier, qui a des courses absolument extraordinaires. Tout ça, ça fait partie de notre patrimoine. Il y a une aspiration en France qui est très puissante, très profonde. Cette aspiration populaire-là, il ne faut pas la négliger. Il y a cette dimension affective. Et on a besoin de porte-parole, d'ambassadeurs, qui parlent de nos métiers de manière différente. Et ce que j'ai envie de demander à Philippe ce soir, c'est d'être parmi nos ambassadeurs,
pour parler de nos métiers de manière différente, parce que je pense qu'il faut incarner toute cette filière de manière positive, de manière active. On a l'impression qu'on est coupable, que l'automobile est devenue une sorte de dépendance, limite un vice dont il faudrait s'excuser. On marche sur la tête en ce moment. On marche sur la tête, on va être d'accord, mais il faut être aussi parfois un peu opportuniste. C'est pour ça que nous, on a ouvert une école 100% électrique sur l'île de Puteaux, parce qu'on va aussi dans l'air du temps, parce que l'électrique, ça peut être pas mal dans certaines circonstances, mais il ne faut pas que l'électrique. On a menti un peu aux gens, on a... voilà, moi, je vous savez, j'étais très proche de Jean-Pierre Jabouille, qui nous a quittés il y a peu de temps, et les deux mondes sont très proches, le monde de l'automobile et le monde de la moto. Jean-Pierre Beltoise, par exemple, était 11 fois champion de France de moto, avant de venir... et tout ça, on parle beaucoup de ça, et je pense que là, je suis bien content, en plus, qu'il soit revenu en 2035 sur la possibilité d'être 100% électrique. On va arranger le mariage, Cécile. Tu acceptes d'être ambassadeur de Mobiliance ou pas, Philippe? C'est ça la question. Parce que c'est une proposition en direct qui a été faite. Excusez-moi, et on dit qui? Merci sur Sud Radio. On va négocier ça. Merci beaucoup. Ce livre magnifique, La saga Monneray, avec Philippe Ron Monneray et Lionel Rousseau. On se retrouve pas demain à 17h. Non, je ne serai pas là. Journée. Non, je pars avec tous les garçons. Là, je les prends tous. Écoutez, on se retrouve demain dans Les Vraies Voix à 17h. Tout de suite, conseil de famille, Stéphane Moller est dans le Loft Music. Yvan Cujus reçoit Vladimir Cosma et Yohann Moustalo. Merci beaucoup à tous. Et merci aux équipes des Vraies Voix. Salut, à demain.